parmi les leçons qui donnent du fil à retordre aux étudiants actuels, il y a la leçon, de toute façon toutes les leçons sur la géométrie, les étudiants ils sont pas à l'aise, faut bien reconnaître que c'est pas dans leur culture, c'est même pas dans la culture des profs qui leur ont enseigné. C'est dommage. Bon, c'est vrai que la géométrie, même ma génération, on faisait des maths modernes, on faisait pas, on avait totalement enlevé la géométrie. Ensuite, on l'a rajouté, la géométrie. On a dit qu'on l'a rajouté, mais on n'a jamais retrouvé, en tout cas, la géométrie synthétique telle qu'elle a été pensée avant. Alors, allons-y, je vais essayer de faire un 6 minutes, bon, qui va certainement en durer 12. Sur cette leçon distance et isométrie d'un espace affine euclidien, qui n'est pas si difficile que ça, mais bon, faut bien s'engager dedans. Alors, je dirais d'abord qu'on part d'un espace vectoriel muni d'une norme euclidienne, donc un espace vectoriel de dimension n, hein, voilà, et A, un espace affine, évidemment, associé à cet espace vectoriel, et on va mettre une distance, d de AB, égale la norme du vecteur AB. Alors tout ce qui est en rouge, c'est ce qui pour moi est essentiel dans la leçon. Le reste, on choisit. Vous voyez, par exemple, jury dit on va pouvoir parler de statistiques. Effectivement, on peut parler de statistiques, comme on peut ne pas en parler. Là, j'en parlerai pas, mais c'est vrai que la notion de distance est liée à la notion d'erreur statistique. Mais bon, ça, j'en parlerai pas. Donc, j'ai mis des choses en rouge ici. Le reste, c'est, on va dire, on se fait plaisir, quoi, hein. Donc ici, la première chose importante, c'est que la norme ici, elle est strictement convexe, elle est plus que convexe, elle est strictement convexe. Ça peut être important dans certaines unicités d'optimisation de distance, et associée à une forme bilinéaire symétrique. Donc, elle va hériter, vous voyez, elle bouffe un peu à tous les râteliers, elle va hériter à la fois de la positivité de la norme, en plus elle est strictement convexe, donc c'est pas n'importe quelle norme, et en plus de la bilinéarité, elle a une forme polaire associée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ça va être l'outil 0, évidemment. Les premiers outils, c'est, je dirais, l'hyperplan médiateur de deux points, l'ensemble des points qui sont à égale distance entre deux points, qui va être un hyperplan médiateur, et puis le projeté orthogonal, d'accord. Donc, par exemple, sur un hyperplan, où on regarde la droite perpendiculaire à l'hyperplan, qui va optimiser la distance à l'hyperplan. Bon, ça va être l'outil de base. Alors, pour montrer quoi? Que quand on va regarder l'ensemble des applications, c'est naturel de regarder cet ensemble-là, qui respectent, donc qui vont de A dans A, et qui respectent la distance, eh bien, cet ensemble d'applications, bon, pour l'instant, c'est assez clair que c'est des applications injectives, mais parce que ça respecte la distance, hein, donc c'est clair que c'est injectif, mais ça va être aussi surjectif, et ça va être un sous-groupe du groupe affine engendré par les réflexions orthogonales. Alors ça, c'est facile à montrer. En fait, la preuve vient du fait que si une isométrie laisse n plus 1 point fixe, alors c'est l'identité. Voilà. Et maintenant, on va avoir du coup que c'est engendré par des réflexions orthogonales, donc ça va être des bijections, ça va être un sous-groupe, et ça va être un sous-groupe du groupe affine, parce que les réflexions orthogonales sont affines. Et donc on voit que affine euclidien, c'est presque un pléonasme, parce que si on est euclidien, on est finalement affine, en tout cas au niveau des applications. Ensuite, la réduction. Ça va être le premier outil. Donc, d'abord, dans un premier temps, pour réduire, il faut se ramener d'un sous-espace. On est dans le groupe affine, on n'est pas dans le groupe linéaire. La réduction concerne le groupe linéaire. Il faut se ramener au groupe linéaire.
Donc on a l'application qui a une application affine, associe son endomorphisme associé. Et is va vers on avec comme noyau l'intersection des isométries avec le noyau, voilà, avec les translations, mais ça c'est les translations. Donc on a un sous-groupe distingué des translations. Alors maintenant, on peut dire mieux, les isométries qui fixent un point A, on prend un point A arbitraire, alors là c'est isomorphe AON, puisque les translations qui fixent un point A, c'est juste l'identité, donc là ça devient injectif quand on restreint à is A. On a mieux, on a la décomposition réduite, qui utilise principalement la réduction. Je vous rappelle que ce qui est important dans cette action de se retrouver dans le linéaire, c'est que là, il y a la réduction qui nous y attend. Alors, f est égal, c'est ce qu'on appelle la décomposition réduite. Si f est une isométrie, ça ne marche pas pour toutes les applications affines, et c'est une question de multiplicité de valeurs propres 1. Ça, vous pouvez voir ça dans le carnet de voyage en algébrie. F, pour une isométrie, ça marche très bien. F se décompose de façon unique en une translation et une application, une isométrie, mais qui fixe un point A. Donc, on peut se ramener à ON. Voilà. Et cette décomposition est unique. Alors attention, qu'est-ce qui est unique? La translation et l'application ici qui fixe un point A. V est unique si on le prend dans l'espace, le sous-espace propre de f flèche pour la valeur propre 1. Et FA est unique, bien sûr, mais A, lui, n'est pas unique. Il est unique modulo cette direction-là. Alors, maintenant, ce qui va être important, c'est qu'un sous-espace F de E est stable par une isométrie, implique que F orthogonal est aussi stable par phi. Bon, ça c'est simple, c'est parce que c'est stable par phi étoile, mais comme c'est une isométrie, c'est stable par phi moins 1, donc stable par phi aussi. Et ça va être très important pour créer des récurrences et réduire une isométrie. On veut comprendre les isométries, on les décompose, et les isométries sont directement liées au groupe orthogonal, modulo des translations qui ne sont pas difficiles. On a même ce qu'on appelle un produit semi-direct, mais comme ce n'est pas au programme, je ne veux pas trop en parler. Alors maintenant, comme on est sur R, parce que euclidien, ça veut dire qu'on est sur R, R, qui dit réduction, dit polynôme. On s'intéresse aux polynômes par le lemme des noyaux. Et donc, il faut réduire aussi les polynômes. Mais comme on est sur R, on décompose en irréductible, et on a des choses de degré 1 ou 2. Et ce qui veut dire, c'est facile de montrer, que on aura toujours, phi aura toujours un sous-espace stable de dimension 1 ou 2. Ça, c'est très facile à démontrer. Et à partir de là, on se ramène à la dimension 1 ou 2. Donc, on étudie les isométries, donc plutôt les éléments, le groupe orthogonal en dimension 1. En dimension 1, ça va pas être compliqué, ça va être plus ou moins 1, les homothéties. Et en dimension 2, on va trouver les rotations et les symétries. Et ensuite, la partie, en tout cas linéaire, est réglée, parce qu'on peut toujours se ramener à ça, grâce à ce petit lemme très joli. Alors maintenant, comme exemple, on peut faire la classification cette fois-ci, donc en utilisant tout ça, on fait la classification en dimension 2 ou 3, où on va tomber sur des symétries glissées, des rotations, alors en dimension 2, des vissages, parce que là, ça va être la grande différence entre la dimension 2 et la dimension 3, qu'on va avoir des rotations, une rotation en dimension 2, sauf si c'est une rotation non triviale en dimension 2, n'a pas 1 comme valeur propre. Alors qu'en dimension 3, elle a 1 comme valeur propre. Donc il va y avoir des vissages, c'est-à-dire une version glissée, en quelque sorte, de la rotation. Et puis, ce qu'on appelle des symétries-rotations, des isométries à point fixe unique, des IPFU. Bon, j'avais bien aimé le résumé qui était dans le livre de Alain Debrey et Rachel Naimé sur S4,
que je vous conseille. C'est parfaitement résumé et c'est bien expliqué. Maintenant, troisième outil, les structures algébriques et la topologie. Des structures. Mettre des structures, utiliser les structures. Alors, quelles structures? Bon, alors, déjà, en topologie, ON compact, la décomposition polaire, donc entre parenthèses, du coup, bah, encore la réduction, puisque ça demande le théorème spectral. Les complexes, c'est-à-dire on fait du calcul complexe, et la représentation complexe nous permet de faire du calcul d'isométrie. On peut calculer des rotations directement en calcul complexe, et on peut même faire ça avec les quaternions. Donc les complexes, c'est pour la dimension 2, les quaternions, c'est pour la dimension 3 et 4, mais c'est par conjugaison. D'accord ? Et on a des algèbres. Là, ce sont des corps en dimension supérieure, ce qu'on appelle des algèbres de Clifford, mais c'est complètement pas au programme, qui nous permettent de faire du calcul algébrique directement en vue de comprendre géométriquement les isométries. On a, par exemple, la classification des sous-groupes finis de SO3 grâce à des actions de groupe. Donc ça, je l'ai déjà fait dans la leçon sur les structures algébriques en géométrie. Il y a aussi, j'allais oublier, SO3, qui est simple. Alors ça se fait très bien avec la topologie, c'est dans le carnet de voyage en algébrie, par exemple. Cette simplicité de SO3, elle est importante si on veut des générateurs. La simplicité, c'est important parce que, disons, vous voulez souvent des générateurs dans un groupe, et quand vous avez un groupe simple, eh ben, n'importe quelle classe de conjugaison est un système de générateurs. Ça, c'est important. Alors, optimisation de distance, vous avez d'abord, par rapport à la chose la plus bête, vous avez un point, vous voulez optimiser, et ça, c'est ce que je disais, ça sert en statistique, par rapport à un hyperplan, bon, ou par rapport à un sous-espace affine. Et là, vous avez le déterminant de gramme qui vient vous aider, c'est important d'en parler. La compacité et le calcul diff font bon ménage. Alors pourquoi? Parce que la compacité vous dit, oui, le minimum il va exister, et le calcul diff vous dit, s'il existe, mais attention, cette fois-ci c'est sur un ouvert, donc là il y a une petite difficulté, mais s'il existe, alors la différentielle est nulle, parce que la distance, ça va être différenciable sur quelque chose. Voilà. D'ailleurs, c'est important de connaître la différentielle de M donne AM. D'accord ? Et ça, c'est quoi cette différentielle? C'est l'application qui a un vecteur associé à AM sur la distance AM. Donc, c'est le vecteur unitaire porté par AM dans la direction de M, point A. Voilà la différentielle. Ça sert tout le temps dans ces problèmes d'optimisation avec le calcul différentiel. Et évidemment, les extrémas liés. Parce que on veut minimiser une distance par rapport à un objet. Cet objet, il a une contrainte. Donc, les extrémas liés, ils viennent là de façon très, très naturelle. Alors, les problèmes de distance à un convexe, je dis que ça c'est important, parce qu'on a une projection sur un convexe, on a une unicité, quand on a un point et un convexe, du point du convexe où la distance va être minimale. On peut parler de coniques, parce que les coniques, par exemple, ne serait-ce que pour la définition foyer directrice de la conique. Ou avec plusieurs foyers. Donc dans cette leçon, de toute façon, puis autant le mettre là. Il y a le point de Fermat, qui est aussi une optimisation d'un point par rapport à 3 points d'un triangle. Alors, c'est assez marrant comment l'optimisation est liée aux lois de Descartes. C'est-à-dire que c'est comme si la nature était feignante, et donc cherche à optimiser les distances, et le mathématicien, il la comprend bien parce que, il est paresseux aussi, et que le calcul différentiel, avec cette formule-là,
nous donne des très jolies choses. Alors, je conseille le point de Fermat pour voir ça. Et c'est assez amusant parce que on a la convergence de deux techniques, on va dire, de deux philosophies de la géométrie. Il y a la géométrie, on va dire, ce qu'on appelle la géométrie synthétique, on appelle vulgairement la géométrie à papa, hein, qu'on faisait avant. Ça veut dire quoi la géométrie synthétique? Ça veut dire qu'on travaille directement sur la bête, voilà. Et puis il y a la géométrie analytique, ça veut dire qu'on ne veut pas travailler sur la bête, on veut travailler sur les coordonnées et puis faire des petits calculs. Et c'est là qu'il y a le calcul diff, etc., ces problèmes-là. Donc en gros, on travaille sur les coordonnées, donc sur le dual de la bête, quoi, hein, on n'est plus lâche. Mais bon, ça c'est Descartes. Et ces problèmes d'optimisation, peuvent se voir à la fois en géométrie synthétique, avec des techniques particulières, et en géométrie analytique, avec ces calculs, ces arguments de compacité, de calcul différentiel. Donc bref, on a le billard triangulaire, qu'on peut, si on prend goût à ça, c'est pas plus difficile, point de Fermat, billard triangulaire, le billard elliptique, et trouver des périodes dynamiques en 3 bandes à l'intérieur d'une ellipse. Et ça, c'est pas difficile, c'est même presque moins difficile que le point de Fermat. Après, je termine par des matrices proches. On a une matrice, et on veut une matrice qui soit suffisamment proche, et qui ait une certaine propriété. Par exemple, on a une matrice, et on veut une matrice inversible la plus proche. Ou on a une matrice non orthogonale, et on veut la matrice orthogonale la plus proche. Ben, la matrice orthogonale la plus proche d'une matrice donnée, si la matrice est inversible, ben, on sait qu'on a unicité de la décomposition polaire, et la matrice orthogonale la plus proche d'une matrice, c'est inversible, c'est la matrice orthogonale de la décomposition polaire. Alors ça, c'est dans le carnet de voyage en analyse. Voilà. Voilà des choses essentielles et des choses bon, qui me font plaisir. Et après, c'est à vous de voir ce qui vous fait plaisir. Voilà. Mais dans l'essentiel, la distance, le lien affine euclidien, euclidien implique affine, en même temps, la décomposition réflexion orthogonale, la décomposition réduite, ce petit lemme de la stabilité et de l'orthogonalité, la classification en dimension 2 ou 3, c'est quand même important, l'utilisation des complexes dans le calcul des choses, c'est important, le déterminant de Gram, la distance à un convexe. Voilà. Après, le reste, c'est à vous de voir. Les coniques, je le mettrai bien, mais bon, si vous sentez à l'aise avec, mais c'est pas obligatoire. Hein. Voilà.